On plonge aujourd'hui dans un livre qui a pas mal secoué le monde de la physique. C'est Fashion, Faith and Fantasy du prix Nobel Roger Penrose. Oui, un livre fascinant. Et notre objectif, c'est de comprendre pourquoi un des plus grands physiciens actuels, un proche de Stephen Hawking, est si critique envers les théories dominantes. C'est une critique qui vient vraiment de l'intérieur du système. Absolument. Et il structure tout ça autour de trois mots, des mots assez forts, la mode, la foi et la fantaisie. C'est provocateur. Très. On va suivre son cheminement. D'abord la mode, qui vise la théorie des cordes. Ensuite la foi, où il s'attaque rien de moins qu'à la mécanique quantique. Ah oui, carrément. Et pour finir, la fantaisie, qui concerne la cosmologie, l'origine de l'univers. En gros, où s'arrête la science et où commence la spéculation. Bon, alors, commençons par le premier thème, la mode. La théorie des cordes. Oui, Ça bouscule un peu l'image qu'on a de la science, non? Je veux dire, on s'attend à ce que ce soit objectif, guidé par les faits, pas par des tendances. C'est exactement son point. Penrose ne dit pas que la théorie est sans intérêt, hein. Au contraire, il admet qu'elle est mathématiquement très très belle, très élégante. L'idée d'unifier tout l'univers avec des petites cordes qui vibrent, c'est vrai que c'est séduisant. C'est la promesse d'une théorie du tout. C'est magnifique. Mais alors, où est le problème? L'histoire de la physique est pleine de théories poursuivies pour leur beauté avant d'être prouvées. La relativité d'Einstein, par exemple. C'est une excellente question, et c'est le cœur de son argument. Pour Penrose, la différence, c'est que cette beauté cache ce qu'il appelle une boîte de Pandore. La boîte de Pandore? Oui, le problème, ce sont les dimensions supplémentaires. Ah, les fameuses dimensions cachées, enroulées sur elles-mêmes. Exactement. On vit dans 3 dimensions d'espace, plus le temps. La théorie des cordes en a besoin de 6 ou 7 de plus pour fonctionner. Bon, c'est déjà difficile à imaginer, mais... Mais pour lui, le problème n'est pas de l'imaginer, il est physique. Il appelle ça la liberté fonctionnelle. En gros, si ces dimensions existent et qu'elles sont actives, elles introduisent un nombre tellement gigantesque de possibilités D'accord. que l'univers deviendrait complètement instable. Selon ses calculs, il s'effondrerait sur lui-même en une fraction de seconde. Ah oui, quand même. Donc ce serait une théorie magnifique. Mais qui décrirait un univers qui ne peut pas exister, en tout cas pas le nôtre. C'est comme dessiner les plans d'une voiture sublime, mais qui se désintégrerait au démarrage. C'est une très bonne analogie. Et ça nous amène au deuxième gros problème. Le manque de preuves, j'imagine. Le manque total de preuves. Après des décennies de travail par des milliers de physiciens. Et on a même construit le LHC, le grand collisionneur, en partie pour ça. Précisément, une des prédictions clés de la théorie, c'était la supersymétrie. L'idée que chaque particule a une particule partenaire, plus lourde. Le sélectron, pour l'électron, ce genre de choses. C'est ça. Et le LHC a tourné à plein régime pendant des années. Et Et on n'a absolument rien trouvé. Aucune trace, nada. d'accord. Mais l'argument habituel, c'est de dire qu'on n'a juste pas encore cherché avec assez d'énergie, non? Que les particules sont juste un peu plus lourdes que prévu. Bien sûr. Et c'est exactement ce qu'ils disent. Mais pour Penrose, c'est là qu'on quitte la science, pour entrer dans la mode. Parce que la théorie devient infalsifiable. Voilà. À chaque échec, on déplace juste le but. Et pendant ce temps, la théorie des cordes, elle, domine tout. Elle attire les meilleurs étudiants, les financements, les postes. C'est un cercle vicieux, en fait. C'est ça. On la finance parce qu'elle est populaire, et elle reste populaire parce que les meilleurs esprits travaillent dessus. Penrose y voit un problème presque sociologique. Et pendant ce temps, d'autres idées, peut-être plus prometteuses, sont laissées de côté. Exactement. Bon, critiquer la théorie des cordes, c'est audacieux. Mais d'autres l'ont fait. Mais alors, s'attaquer à la mécanique quantique, là, c'est autre chose. Ah oui. C'est ce qu'il appelle la foi. C'est la base de toute la physique moderne. Nos ordinateurs, nos téléphones, tout. Il prend un risque énorme, non? C'est vrai, et c'est pour ça que sa critique est si radicale. Mais attention, il faut être précis, il ne remet jamais en cause son efficacité. La mécanique quantique, ça marche incroyablement bien pour prédire les résultats. Alors, qu'est-ce qu'il critique, Uvet? Il attaque la foi aveugle qu'on a en elle, comme étant une théorie complète et finale. Pour lui, il y a un trou béant au milieu. C'est le problème de la mesure. Le chat de Schrödinger. Toujours lui, mort et vivant en même temps. La théorie, en fait, a 2 règles qui se contredisent. D'accord. La première, le processus U, c'est l'équation de Schrödinger. Tant qu'on ne regarde pas, tout évolue de façon lisse, déterministe. Le chat est mort et vivant. Et la deuxième règle? C'est le processus R. C'est quand on fait une mesure,
Quand on ouvre la boîte, et là, boum, tout s'effondre. L'état s'effondre brutalement, au hasard, sur un seul résultat. Le chat est soit mort, soit vivant. Plus les deux. Et personne ne sait comment ni pourquoi cet effondrement se produit. C'est juste une règle qu'on ajoute. C'est tout le problème. La plupart des physiciens s'en accommodent, mais pas Penrose. Pour lui, si on prend la théorie au sérieux, c'est un scandale conceptuel. Il ne peut pas accepter cette espèce de tour de magie. Voilà. Pour lui, c'est une foi aveugle en une théorie qui est manifestement incomplète. D'accord, c'est une critique forte, mais est-ce qu'il propose une alternative? Ah, et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Il propose que la mécanique quantique ne soit pas la fin de l'histoire. Il postule un nouveau phénomène physique, une réduction d'état objective. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, il dit que ce n'est pas nous, l'observateur, qui forçons le chat à choisir, c'est la gravité. La gravité. Le rapport? Ça semble sortir de nulle part. C'est une idée incroyable. Il dit, imaginez un objet, même un grain de poussière, en superposition à deux endroits à la fois. D'accord. Selon Einstein, chaque position de cet objet déforme l'espace-temps autour d'elle d'une façon un peu différente. Donc avoir l'objet aux deux endroits en même temps, ce serait comme superposer deux univers légèrement différents. C'est exactement ça. Et cette superposition de deux géométries de l'espace-temps, pour Penrose, elle est instable. La nature ne supporte pas cette indécision. Et après un certain temps, l'état s'effondre de lui-même. Objectivement, sans observateur. Donc ce n'est plus une règle magique, ce serait un vrai processus physique, gouverné par la gravité. Précisément, c'est une tentative incroyable de marier la relativité générale et la physique quantique. C'est une idée folle et géniale. Ça nous amène à sa dernière cible, la fantaisie. Et là, il vise la cosmologie. Oui, Bon, il faut avouer, quand on parle du Big Bang, on est un peu obligé de faire preuve de fantaisie, non? il est le premier à le dire. La fantaisie est essentielle en science. Mais il y a la bonne et la mauvaise fantaisie. Et pour lui, la théorie de l'inflation cosmique, c'est de la mauvaise fantaisie. Pourquoi? Elle est pourtant très populaire. Parce qu'elle cache le vrai mystère du Big Bang. Et ce mystère, pour lui, c'est la seconde loi de la thermodynamique. Le fait que le désordre, l'entropie, ne fait qu'augmenter avec le temps. Exactement. Un château de cartes s'effondre. Il ne se construit pas tout seul. Le désordre est toujours plus probable que l'ordre. Or, notre univers a commencé dans un état d'ordre, mais incroyable, une entropie extraordinairement basse. C'est comme jeter en l'air les pièces d'un puzzle et qu'elles retombent toutes parfaitement assemblées. L'analogie est parfaite. C'est ça, le vrai mystère. Et pour Penrose, l'inflation ne résout pas ça. Je pensais que c'était son but, d'expliquer pourquoi l'univers est si uniforme. Oui, mais le problème, c'est que pour que l'inflation puisse démarrer, il faut que l'univers soit déjà dans un état très particulier, très lisse. Elle n'explique pas pourquoi il n'a pas commencé dans un état chaotique, ce qui serait bien plus probable. Attendez, donc c'est une solution qui suppose que le problème est déjà à moitié résolu? C'est ça, critique? Oui, c'est une pétition de principe. Et c'est là qu'il propose sa propre fantaisie, Ah, j'ai un peu peur. la cosmologie conforme cyclique, la CCC. D'accord. Allez-y. Alors, accrochez-vous. Il propose que notre Big Bang ne soit pas le début de tout. Comment ça? Ce serait juste un maillon dans une chaîne infinie d'univers. Il les appelle des éons. Une succession d'univers? Oui, chaque éon commence par un Big Bang et se termine, des milliards d'années plus tard, dans un état froid, vide, en expansion infinie. D'accord, mais comment la fin de quelque chose peut devenir le début de quelque chose d'autre, surtout si c'est infiniment grand et froid? C'est là que c'est génial. Dans ce futur lointain, il ne reste que des particules sans masse, des photons. Et pour un photon, le temps et la distance, ça n'existe pas vraiment. Mathématiquement, cet univers infiniment grand et froid devient indiscernable d'un univers infiniment petit et chaud. Vous voulez dire que la fin d'un univers ressemble mathématiquement au début d'un autre? Exactement. La fin d'un néon devient le Big Bang du suivant, par une sorte de transformation géométrique. Et ça résout le problème de l'ordre incroyable du début? Oui, de manière très élégante. L'univers à la fin de l'éon précédent est dans un état de désordre maximal, comme le veut la thermodynamique. Mais ce désordre concerne la matière. Du point de vue de la gravité, cet état très uniforme est en fait un état de très faible entropie. Ah, c'est subtil. Donc notre Big Bang hérite de l'état final de l'univers d'avant, ce qui explique pourquoi il a commencé de manière si ordonnée. C'est vertigineux. En conclusion, on a donc un physicien majeur qui, dans un seul livre, remet en cause la théorie la plus à la mode, le fondement le plus solide,
et le modèle de nos origines. C'est une critique totale, oui. Mais son message, je crois, c'est de rappeler que la science est une aventure humaine. Elle peut être influencée par des modes, se reposer sur des croyances. Et qu'elle a besoin de fantaisie pour avancer. C'est ça. Son appel, c'est de garder un esprit critique, de ne pas s'enfermer dans des théories magnifiques qui n'ont peut-être aucun lien avec le réel. Et pour la pensée finale, méditer, est-ce que sa propre théorie, cette idée d'univers cyclique, c'est juste une belle histoire ou est-ce qu'on pourrait la tester? C'est le point le plus fou. Penrose dit qu'elle est testable. Ah oui. Il prédit que des événements de l'éon précédent, comme des collisions de trous noirs supermassifs, auraient laissé une empreinte sur notre univers, Une empreinte. Comment ça? sous la forme de cercles dans le ciel. Des zones dans le fond diffus cosmologique, l'écho de notre Big Bang, où la température serait un tout petit peu différente. Son équipe a d'ailleurs affirmé en avoir trouvé, même si c'est très controversé. Mais l'idée est là. Et ça soulève une question absolument vertigineuse. Si on vit vraiment dans une succession d'univers, Quels échos, quelles informations fantômes auraient pu nous parvenir d'un temps qui existait avant notre propre Big Bang? On pourrait voir les cicatrices d'un cosmos qui existait avant le nôtre.